On l'appelle la ville aux 100 clochers. Depuis les premiers siècles de la chrétienté, la ville s'est construite autour de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il faut remonter au IVe siècle de notre ère pour voir surgir de terre la toute première basilique dont les vestiges sont enfouis à jamais sous les jardins de la cour d'Albane qui jouxte le flanc nord de la cathédrale. Des fouilles récentes de la seconde moitié du XXe siècle ont permis de mettre à jour les fondations de la basilique romane, ancêtre de la cathédrale gothique actuelle. Nous sommes ici sous le cœur de la cathédrale, et plus précisément sous le maître-autel. Un puits permettait aux fidèles de se ravitailler en eau bénite avant de pénétrer dans la nef de l'église romane. Il ne reste aujourd'hui que ces quelques colonnes qui soutenaient jadis la voûte de la nef. Quelques chapiteaux datant de 1050-1060, trouvés dans les fondations, témoignent du style très archaïque des sculptures de l'époque de Guillaume le Conquérant. La cathédrale Notre-Dame de Rouen fait partie aujourd'hui d'un des derniers ensembles cathédrales français qui regroupe dans la même enceinte le siège de l'évêché, la demeure de l'évêque et la cathédrale elle-même, comme nous l'explique Monseigneur Descubes, l'actuel archevêque de Rouen. Nous sommes toujours dans le même lieu. Et alors ici, l'archevêché, à gauche, vous avez l'archevêché construit au XVe siècle. À droite, au XVIe siècle, par le cardinal d'Amboise. Vous avez l'escalier d'honneur qui aboutit à la grande salle des États, qui est la plus belle salle de l'archevêché. Et puis même au XIXe siècle, on a continué à grandir avec des communs pour abriter les carrosses. Maintenant, c'est là que je garde ma voiture. Les siècles passent. Le dimanche 15 septembre 1822, à 5 h du matin, la foudre, le feu du ciel, frappe la pointe de la flèche en bois surplombant la nef centrale. La flèche s'embrase et s'écroule, détruisant une partie de la toiture et les maisons en contrebas. L'architecte Jean-Antoine Alavoine décide alors de reconstruire la flèche avec un matériau très moderne pour l'époque, la fonte. De la fonte fondue et moulue dans le plus pur style gothique, faisant de la cathédrale pendant quelques années le monument le plus haut du monde. Un siècle plus tard, dans la nuit du 18 au 19 avril 1944, les avions anglais de la RAF qui devaient bombarder le centre ferroviaire de Sotteville-lès-Rouen ratent leur cible. Et voilà Rouen où l'incendie fait rage, aggravé par un vent violent. Rouen qui a connu 9 bombardements en 10 jours. Les pompiers de la cité ont dû faire appel aux troupes d'occupation. Le quartier de la cathédrale est atteint. Et entre autres à ceux de Paris. La nef est éventrée sur son flanc sud par les bombes. Fragilisé mais soutenu par ses arcs-boutants, l'édifice reste debout, comme pour défier la fureur des hommes. Jouant sur la fibre patriotique des Français, la propagande allemande accuse directement les Anglais, tout comme le chef de la collaboration de l'époque, proche de l'occupant nazi. Monsieur Philippe Henriot vous parle. Ce n'était peut-être pas la peine d'incendier une cité dont la noble splendeur était une des merveilles de notre pays. De mutiler une des plus émouvantes cathédrales de France et avec elle 1000 joyaux d'art irremplaçables. De faire périr par centaines des innocents pour ne pas même réussir à empêcher l'arrivée d'un train, alors que le but avoué de cette agression insensée était précisément de couper les voies ferrées. Plus près de nous, la grande tempête de 1999 traverse la France de part en part, dévastant tout sur son passage. Pour la cathédrale, l'histoire semble se répéter. Sous la violence des rafales de vent, un des 4 clochetons se détache de la base de la flèche, traverse la voûte de la nef et vient s'écraser dans le chœur. Pierre-André Lablaude, l'architecte de la cathédrale, s'en souvient comme si c'était hier. Le 26 décembre 1999, on a un état ici qui est absolument catastrophique, c'est-à-dire on a l'impression que les bombardements de 1944 ont recommencé. C'est-à-dire que tout le travail de cicatrisation de la cathédrale à la suite des dommages de guerre, que tout est à recommencer.
Et vous voyez ici la partie qui est en pierre blanche, qui elle correspond aux réparations de l'effondrement de la chute du clocheton de 1999. Donc vous imaginez, quand on était ici, on voyait vraiment la charpente, on voyait le ciel à travers les voûtes de la cathédrale. Fatiguée par le poids du temps qui passe, à la tombée de la nuit, la vieille dame s'enfonce dans le silence de son histoire, espérant sans doute pour le futur un avenir meilleur. L'une des caractéristiques principales de la cathédrale de Rouen, ce sont ses deux tours construites de part et d'autre de l'édifice et non dans la continuité de la nef centrale, comme dans la plupart des cathédrales. On dit qu'elle est la plus humaine des cathédrales, en raison du manque de symétrie de sa façade occidentale, une véritable dentelle de pierre, ornée d'une impressionnante statuaire. À gauche, la tour Saint-Romain, construite à partir de 1145, est surélevée au XVe siècle par un dernier étage en gothique flamboyant. À droite, la tour de Beure, plus récente, date du début du XVIe siècle. La construction a été en grande partie financée à l'époque par une taxe dite de beurre, dont s'acquittaient les fidèles les plus riches qui s'achetaient ainsi le droit de consommer du beurre et des laitages pendant la période du carême. Sur ses flancs, des dizaines de chimères et autres personnages surveillent la ville, protégeant l'édifice des démons. La restauration de la tour de Beure est terminée, contrairement au reste de la façade, où les travaux sont encore en cours. Exposée aux intempéries, la pierre est fragilisée aujourd'hui par la pollution. Pierre-André Lablaude, l'architecte en chef, Bonjour. Est aujourd'hui en tournée d'inspection sur le chantier. Ici, bien sûr, vous avez la pluie, le gel, des développements d'algues qui entretiennent l'humidité, voyez, et tout ça qui vient se combiner avec ces phénomènes de pollution urbaine. Cette pierre friable, rendue cassante, il faut la nettoyer millimètre par millimètre. Ici, on utilise plutôt un travail à la fraise, compte tenu de l'épaisseur de la croûte, donc travail très fin, très méticuleux, qui permet de conserver l'épiderme de la pierre et de ne pas modifier la surface de la pierre ancienne. Un peu plus haut, ce sont des pans entiers de sculptures, trop rongés par l'usure du temps, complètement délavés, qu'il a fallu changer et resculpter. Petite chimère aussi dans la... Comment elle réagit, la pierre? Elle est bien, ouais. Dure. Elle est sympa, la petite gargouille. Hein, ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous aviez comme modèle pour celle-là? Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, hein? D'accord, c'est une liberté du sculpteur. Voilà. Hein. Retrouver les gestes des anciens. L'un des grands plaisirs des sculpteurs d'aujourd'hui, c'est de comprendre les techniques utilisées par les compagnons de l'époque. Il y a des fois, on trouve vraiment des prouesses, hein. On l'a vu dans les frises tout à l'heure, c'est des prouesses, c'était des heures et des heures et des heures, des mois, des années de travail sur des petits détails. Voilà. Donc nous, effectivement, on est obligé de travailler comme eux, et alors qu'on est dans une période où on nous demande d'aller de plus en plus vite et où l'argent entre énormément beaucoup en compte, il faut aller très très vite, il faut faire le plus vite possible, et on aimerait bien revenir un peu et avoir un peu plus de temps, quoi. Voilà. L'autre grand chantier actuel de la cathédrale, c'est la réinstallation de part et d'autre de la flèche des clochetons abîmés par la tempête de 1999. La flèche, reconstruite en fonte moulue en 1822, même si elle est plus jeune que le reste de la cathédrale, est fatiguée, attaquée par la rouille qui ronge la fonte. Depuis son sommet, elle domine la ville du haut de ses 150 mètres. Alors la fonte est un matériau très très résistant, mais on voit très très bien qu'on a des corrosions, qu'on a des oxydations et qu'il faut vraiment intervenir et rentrer dans un protocole d'entretien exactement comme on entretient les ponts en métal, le pont des Arts, la tour Eiffel, etc. Tous les grands monuments de l'architecture industrielle du 19e siècle. L'architecture en acier inoxydable des clochetons a été remise en place. Il s'agit maintenant pour ces ouvriers de recouvrir toutes ces poutres métalliques d'un revêtement en cuivre. Cet habillage sous forme de kit a été moulé et préparé au sol. Hissé jusqu'à la flèche,
les plaques n'ont plus qu'à être ajustées et repositionnées entre elles avant d'être soudées. Après plusieurs semaines de travail, voici enfin le résultat. Un clocheton majestueux de 27 mètres de haut, refait à neuf, protégé par ses gargouilles et prêt à affronter les épreuves du temps. Comme tous les matins, Éric, le sacristain, ouvre toutes les portes de la cathédrale. À travers les verrières, le soleil pointe déjà ses premiers rayons. C'est bien qu'on commence par Notre-Dame du Vœu, parce que c'est elle qui a protégé la cathédrale pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à elle, la cathédrale ne s'est pas effondrée. Donc les gens viennent la prier beaucoup. Voilà, elle est ici. Notre-Dame du Vœu. Je vais tirer la lumière d'une bougie qui reste allumée jour et nuit. C'est la seule bougie de la cathédrale qui reste allumée. Avec cette flamme puisée ici, Éric va rallumer en quelques minutes toutes les autres bougies de la cathédrale. Il est maintenant 9 h du matin. Le jour s'est levé sur les voûtes majestueuses de Notre-Dame. Les premiers visiteurs se pressent déjà par groupes dans la nef. Ici, on a vraiment des colonnes avec des tout petits... Guillaume, un étudiant, prend du plaisir à valoriser ce patrimoine. Ici, depuis les années 50, la chapelle du bâtiment, puisque la cathédrale va être bombardée en 1944. Et après la reconstruction, eh bien, les ouvriers vont offrir ce bas-relief pour montrer qu'ils offrent leur travail, la reconstruction de la cathédrale, à la Vierge. On a 2 ouvriers qui tendent la cathédrale à une Vierge et un enfant Jésus qui tient dans sa main une équerre, symbole des ouvriers. Philippe Piguet est l'arrière-petit-fils de Claude Monet, très présent ici à Rouen. Claude Monet, en fait, était venu à Rouen pour régler une affaire de famille. Son frère y habitait, et il y avait des choses à régler, et donc on imagine effectivement qu'il est arrivé ici, et puis qu'il a vu cette cathédrale, et on peut très bien imaginer que tout de suite, il a vu les jeux de la lumière sur la pierre, et il s'est dit, mais ça c'est idéal pour faire un tableau. Entre février 1892 et avril 1893, Claude Monet s'installe à Rouen pour réaliser une série de toiles représentant toujours la même façade de cette cathédrale. Il installe son chevalet ici, dans cet immeuble, au premier étage, occupé alors par un atelier de mode et de lingerie. Derrière ces fenêtres, Claude Monet voit la façade se métamorphoser au fil des heures et des jours qui passent. Ce n'est pas une toile qu'il va peindre d'ici, mais une trentaine, représentant toujours la même façade, sous un même angle. Chaque fois qu'on se retrouve sur des sites où Monet a lui-même travaillé, c'est toujours très très émouvant parce qu'on essaye de se replacer dans le temps et puis d'essayer de ressentir aussi les émotions que Monet lui-même a pu avoir en se situant à certains endroits, parce que c'était jamais innocent évidemment, hein. C'était toujours des angles de vue particulièrement étudiés par rapport, je suppose, à la réflexion de la lumière sur la pierre, tout ce que ça pouvait produire d'effets plastiques. Claude Monet travaille alors sur le thème des séries de tableaux, ce qui explique qu'il va peindre 28 fois la façade de la cathédrale. Monet est quelqu'un qui cherche à capter les effets de la météorologie sur le motif qu'il est en train de peindre. Et c'est pourquoi il y a des cathédrales qui sont par temps clair, il y a des cathédrales qui sont par temps gris. Bref, c'est vraiment une peinture qui aussi reflète la météorologie, je dirais, de l'âme de Monet. Parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est un baromètre du temps qui passe. Plus d'un siècle après Monet, elle est toujours là, plus majestueuse encore,
dressant vers le ciel sa façade, délavée par les assauts du temps. Nous sommes dans les hauteurs de la tour de Beurre. Patrice Latour est le carillonneur en titre de la cathédrale. C'est la première étape de notre visite. Nous sommes dans un des étages de la tour de Beurre, la tour de droite de la façade de la cathédrale. Et nous avons un des premiers éléments du carillon, la germaine. C'est une tradition chrétienne. Les cloches sont baptisées et celle-là hérite son nom de Madame Germaine Coty, la femme du président Coty. Elle a été baptisée en 1959. On trouve ici, suspendu à un énorme échafaudage en chêne, les 56 cloches de l'un des plus beaux carillons de France. Alors nous arrivons là sur la partie sonore du carillon, c'est-à-dire les cloches elles-mêmes, les cloches les 50 cloches fixes sur le beffroi. Donc on comprend que ces cloches ne se balancent pas, mais quand on appuie sur une touche, si je prends l'exemple qui est près de moi par exemple, en lançant une touche, on va tirer près de la cloche son battant. Alors ça peut être très très doux, comme ça peut être très fort. Et c'est pareil si je prends le câble qui est sur la gauche de l'ensemble du clavier, du coup le mouvement est reporté tout à fait vers la droite sur une autre cloche. Voilà, nous entendons une autre cloche voisine. Et c'est comme ça pour chacune des cloches de ce carillon. Malheureusement, toutes ces cloches, actionnées manuellement ici par Patrice Latour, sont muettes depuis la fin du siècle dernier. Alors après un point d'écoute, nous atteignons le cœur de l'instrument, c'est-à-dire son clavier. L'instrument est malheureusement dans un triste état. Abîmé pendant les travaux de restauration de la tour de Beurre, toute la tringlerie qui actionne les cloches est à refaire. Seule une dizaine de cloches fonctionnent encore. Depuis plusieurs années, Patrice Latour est un carillonneur sans carillon. Une touche par cloche, une cloche par touche. On comprend que s'il y en a 55, il faut bien 55 cloches qui pourront aller, en tout cas, si on prend la Jeanne d'Arc après les travaux, de 9 tonnes à 5 kilos. Donc on peut jouer avec ce qui reste comme note. L'église est longue de 136 mètres sur 24 mètres de large. Les voûtes se projettent jusqu'à 28 mètres du sol. À la croisée de la nef et du transept, une tour-lanterne abreuve l'église de sa lumière. Sur les verrières, les vitraux racontent l'histoire de la cathédrale. Ici, par exemple, le miracle de Saint Romain, évêque de Rouen au VIe siècle. Il débarrasse la ville d'un monstre qui terrorisait les habitants, aidé par un condamné à mort qui s'est porté volontaire. Le condamné sera gracié par l'évêque et par la suite, jusqu'à la Révolution, l'évêque de Rouen aura le privilège tous les ans à la Saint-Romain de gracier un condamné à mort. Juste à côté, dans une petite chapelle sombre, presque à l'abri des regards, une statue de Jeanne la Pucelle. Des vitraux plus modernes racontent son épopée. Jeanne a combattu pour le roi de France avant d'être sacrifiée sur le bûcher, ici, à Rouen. Un peu plus loin, sur l'arrière du chevet, le gisant du célèbre Richard Cœur de Lion, duc de Normandie, devenu roi d'Angleterre et qui, à sa mort, a légué son cœur à la cathédrale. Une fois tous les visiteurs partis, des musiciens s'installent pour enregistrer un disque. Les voix qui s'élèvent vers le ciel chantent l'Ave Maria de Gabriel Fauré. La liberté religieuse, quelque
avait réellement été pris. Comme tous les vendredis, Monseigneur Décube réunit son conseil épiscopal, une sorte de conseil des ministres du diocèse. Ces réunions se tiennent au siège de l'évêché. Parmi les sujets abordés ce jour-là, certains grands problèmes de société qui préoccupent aussi l'Église, comme par exemple la fermeture de la raffinerie de Petroplus. Monseigneur Décube est allé à la rencontre des ouvriers de l'usine. J'étais venu simplement, justement, par sympathie, pour leur dire que malheureusement la décision d'arrêt de la raffinerie correspondait à la dérive de l'économie que l'on constate en Europe et à travers le monde depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que, au lieu de mettre l'homme au centre, c'est les intérêts financiers qui dominent. Et ça avait été, alors ils avaient été étonnés. Contrairement à la cathédrale, le siège de l'évêché ne se visite pas. Monseigneur Décube nous propose de lever le voile sur quelques salles de l'archevêché. Ce qui est très intéressant dans cette salle, ce sont ces vues. Car à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de photos et on voulait garder une image de tous les ports de France. Et là, vous avez les 3 ports de Seine-Maritime, Le Havre, tel que c'était avant le bombardement, Dieppe et Rouen. Nous arrivons maintenant dans le grand salon. C'est une pièce qui sert quelques fois par an pour des réceptions. Ce qui la caractérise, ce sont ses vitraux. Et c'est véritablement une œuvre, ça raconte la passion du Christ, et c'est une œuvre extrêmement fine et délicate dans sa réalisation. Eh bien, nous continuons la visite par ce petit salon, ou salon des insignes. Pourquoi salon des insignes? C'est parce que s'y trouvent exposés les insignes de l'archevêque. Ainsi que quelques objets et des tableaux chers à l'évêque. Nous entrons dans ce que l'on appelle les salles basses de l'archevêché, construit par Guillaume d'Estouteville au XVe siècle. Guillaume d'Estouteville, c'est l'archevêque qui a présidé le procès d'annulation de la condamnation de Jeanne d'Arc. On trouve dans ces salles basses, stockées là provisoirement, d'innombrables objets religieux, des statues et des reliques qui, pour la plupart, sont destinés au futur musée de la cathédrale, ainsi qu'une très belle collection de Bibles anciennes. L'une des plus vieilles, puisqu'elle est de 1657, et surtout c'est une édition polyglotte de la Bible. C'est-à-dire vous avez le texte hébreu avec sa traduction latine, la version grecque que l'on appelle des Septante, réalisée à Alexandrie avec aussi sa traduction latine. Vous avez la version syriaque, donc la langue qui est peut-être la plus proche de celle utilisée par Jésus, l'araméen, et vous avez une version en arabe. Monseigneur Décube a accepté de céder une aile de son archevêché pour créer un mémorial Jeanne d'Arc. 700 ans après sa mort, Jeanne va enfin avoir un musée à l'endroit même où s'est tenu jadis son procès en réhabilitation, ici, dans cette salle dont il ne reste que la façade. Nous sommes au mois d'octobre. Les fidèles s'apprêtent à rendre hommage, comme tous les ans, à Saint Romain, protecteur de la ville de Rouen. La procession parcourt l'église, accompagnant le reliquaire contenant les restes du saint. C'est Monseigneur lui-même qui célèbre la messe. Jeanne, le bourdon, la plus grosse cloche de la cathédrale, a le droit, une fois par an, pour l'événement, de faire entendre sa voix. Elle rappelle aux fidèles qu'il est toujours là, le temps des cathédrales.